À l'occasion de leur projet d'information et de communication, 3 jeunes étudiants en 2e année de BTS agroalimentaire au lycée agricole d'Yvetot ont décidé de rencontrer des agriculteurs normands qui se sont dirigés vers l'agriculture durable en changeant leurs pratiques de production. Ces agriculteurs tentent chacun à leur manière d'améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles des consommateurs, tout en préservant l'environnement. Conscients des enjeux du secteur agricole, ils espèrent inspirer, grâce à ce témoignage, les futurs fermiers afin qu'ils s'orientent vers une agriculture meilleure. En 1962, la politique agricole commune a été mise en place. Elle avait pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture. Cette politique a encouragé les agriculteurs à élargir leur exploitation et à augmenter le volume de leur production en utilisant l'ensemble des produits essentiellement chimiques, que l'on appelle les intrants. Aujourd'hui, d'après l'ONU, 200 000 personnes meurent chaque année d'intoxication aiguë et les pathologies liées aux pesticides sont de plus en plus connues. Parkinson, Alzheimer, troubles hormonaux, troubles de la fertilité. Il semblerait que le moyen le plus efficace à long terme de réduire l'exposition à ces produits chimiques toxiques serait de renoncer progressivement à l'agriculture industrielle. Les agriculteurs que nous avons rencontrés ont repensé le modèle agricole face aux crises alimentaires et au monopole des grandes firmes. À partir de leurs témoignages, nous vous proposons de partager un moment de débat et réflexion sur la question alimentaire. Notre voyage commence maintenant. Commençons notre voyage à la rencontre de Monsieur Durand, éleveur de bovins destinés à la vente de viande. Les animaux sont élevés en système extensif. Son exploitation est située à Bardouville, dans le département de la Seine-Maritime. Monsieur Durand est en cours de conversion depuis mai 2016. Lors de notre rencontre, nous nous sommes rendus compte qu'il est possible de produire bio à grande échelle. Il élève en effet 90 vaches sur son exploitation. Monsieur Durand tient à pratiquer une agriculture à la fois durable et rentable avec une alimentation basée sur le pâturage en prairie, c'est-à-dire sans engrais ni produits phytosanitaires sur les prairies. Il est soucieux de la santé des consommateurs et de la production de l'environnement. Il a un respect pour ces animaux, ce qui lui permet d'être proche d'eux, au point d'entretenir avec eux une forme de complicité. Il pense qu'un agriculteur se doit de renvoyer une image positive. Je suis exploitant agricole depuis 16 ans. Je me suis installé en mars 2000 hors cadre familial, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas agriculteurs, donc j'ai repris une exploitation à des personnes qui n'avaient pas de successeurs. Pour moi, la principale motivation, c'était de vivre au rythme des saisons, en prise directe avec la nature. Ça symbolise aussi pour moi une grande liberté. Et le contact avec les animaux, c'est quelque chose aussi qui m'apporte beaucoup. Pour moi, l'agriculture biologique représente une agriculture vertueuse qui est synonyme de respect de l'environnement, de respect du bien-être animal et au final respecte, on va dire, l'humain par rapport à la production de produits sains et de qualité qui respectent la qualité alimentaire. Également, c'est gage de sécurité pour l'ensemble des opérateurs qui sont bien entendu dans ce type de système pas au contact de produits phytosanitaires, pas au contact d'engrais de synthèse, etc. J'ai toujours eu un système de production très respectueux. J'ai toujours cherché à m'adapter à une zone. Ici, il faut savoir qu'on est sur une zone Natura 2000 avec une biodiversité très intéressante. Et je me suis toujours efforcé à la renforcer par le biais d'une conduite agricole des plus respectueuses. Alors cela veut dire un nombre d'animaux relativement faible par rapport à la surface exploitée. Ça veut dire pas d'utilisation d'engrais de synthèse et pas d'utilisation non plus de produits phytosanitaires. On est vraiment venu chercher à s'adapter à un milieu. On a tenté d'instaurer un mode de production en parfaite osmose avec cette zone et surtout pas, on
on n'est surtout pas venu contraindre voilà, le milieu en vue d'imposer une production complètement en décalage, quoi. Nous nous sommes ensuite déplacés dans la ferme de monsieur Jean-Jacques Soudet, producteur de lait en agriculture biologique à Molévrier-Saint-Gertrude. Il est polyculture-élevage sur une surface de 60 hectares, sur lequel il élève 50 vaches normandes. Il est en conversion depuis mai 2016. Il est par ailleurs un ancien élève du lycée agricole. Après l'obtention de son diplôme, il avait pour idée de mener son exploitation de façon conventionnelle. Mais au fil du temps, il a commencé à se remettre en question sur les problèmes d'utilisation du sol, comme sur les questions de santé. Il pense que l'agriculture en France devrait être encadrée et qu'au-delà de l'alimentation de la population, les agriculteurs doivent aussi être les gardiens de la terre et des territoires. Les raisons, bon déjà faire du pulvérisateur, je l'ai fait pendant donc 23 ans, quoi, mais c'est pas un truc qui me passionnait. Donc ça, et donc surtout au niveau de sa santé, on sait que c'est quand même des produits cancérigènes pour la plupart, quoi. Donc puis aussi le fait de, on sent peut-être un peu mal à l'aise aussi de produire quelque chose. On sait quand même que c'est pas forcément sain à 100%. Donc si on peut faire autrement et produire plus sain pour les consommateurs, je pense que il faut y aller. En plus, moi, c'est un petit peu, j'ai toujours eu envie un peu de faire ça, mais on est un petit peu isolé parce qu'il y en a très peu dans la région. Mais bon, c'est en train de changer. Et, en fin de compte, les crises, ça n'a pas que du mauvais. Ça fait que les gens, il faut se remettre en cause. Il faut changer de système et je pense que c'est un peu ces raisons-là. Actuellement, je ne suis pas encore tout à fait dans le bio. Enfin, je suis en conversion. Donc j'ai pas le retour suffisant pour dire ça, mais c'est vrai que les difficultés c'est surtout essayer de produire donc de l'herbe, du maïs sans mettre d'engrais, sans produit de traitement et donc ça c'est technique, hein, il faut donc après on va peut-être en reparler un peu plus tard, mais et le désherbage, par exemple, il faut prendre des moyens mécaniques tels la houe rotative, la hersétrie ou la bineuse. Donc c'est 3 outils presque indispensables hein, si on veut faire du maïs ou même des métailles, mélange de céréales et de protéagineux, légumineuses. Donc voilà, sachant qu'on n'a pas forcément on a les rendements un petit peu moindres qu'en conventionnel en maïs. Bon, en herbe, je pense que ça se vaut quand même parce que avec le trèfle blanc, c'est plus régulier tout au long de l'année et je pense qu'on a quand même des bons rendements. Enfin, nous, on a des terres assez bonnes, quoi. Nous sommes ensuite allés à la rencontre des animateurs d'un organisme créé depuis 20 ans, aujourd'hui, en faveur d'une agriculture paysanne et durable, les défis ruraux. Les défis ruraux travaillent avec des agriculteurs qui souhaitent être accompagnés en vue d'abandonner les OGM dans l'alimentation animale, de développer les systèmes herbagers, de réduire la consommation de produits chimiques et d'énergie polluante, de favoriser la biodiversité et de s'orienter vers des productions toujours plus durables. Ils soutiennent aussi la mise en place des circuits courts de production et de distribution, pain normand. Ils aident à la valorisation des produits agroalimentaires régionaux de qualité, y compris biologiques, par une diffusion locale dans les restaurants scolaires ou d'entreprises à travers les AMAP, sur les marchés, dans les magasins, à la ferme. Ils créent les conditions de moments de formation et d'échange pour les agriculteurs. Aux défis ruraux, nous on n'accompagne pas que des agriculteurs qui veulent aller vers de l'agriculture biologique. Donc nous on parle d'agriculture durable, après c'est un terme qui peut regrouper pas mal de choses, mais en fait ce qu'on constate sur le terrain c'est que l'agriculture biologique, bien souvent c'est un cap qui est parfois difficile à franchir pour les agriculteurs, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi bien souvent et même le plus souvent c'est un cap psychologique qu'il faut être capable de passer, de réinterroger certaines choses sur les fermes, quels indicateurs on se donne pour évaluer la performance de sa ferme, qui sont plus tout à fait les mêmes qu'en agriculture conventionnelle. Et ça, c'est des trucs qui peuvent parfois freiner les producteurs. Donc c'est pour ça que nous, on parle plutôt d'agriculture durable, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner tranquillement les gens qui se posent des questions à leur rythme.
si ça se termine par une conversion à l'agriculture biologique à la fin, eh bien, tant mieux pour eux, voilà, mais il y en a qui vont jamais aller jusque-là, mais qui ont quand même besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Donc du coup, est-ce qu'on est satisfait des résultats de ce qu'on peut faire? Moi j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que nous au quotidien on travaille avec des gens qui ont envie de changer et qu'on voit quand même sur des fermes des changements. Maintenant, si on regarde les choses à une échelle plus large, eh ben, il y a du chemin qui reste à faire. On travaille régulièrement avec les bassins d'alimentation de captage, voilà, pour proposer des animations sur des techniques agricoles. Et le constat qui est fait sur ces bassins d'alimentation de captage, c'est que la qualité de l'eau en Seine-Maritime, elle laisse encore beaucoup à désirer, avec des problématiques nitrates et pesticides qui sont assez fortes et qui mettent du temps à être réglées. Et aujourd'hui, ces dynamiques-là, elles semblent avoir du mal à s'amorcer. Enfin, je parle de la réduction de ces problématiques-là. Donc, on peut encore faire du chemin. Il faut aussi mettre toutes ces choses-là en regard avec le contexte agricole du pays et donc de fait en Seine-Maritime. On encourage les techniques agroécologiques parce qu'il y a une volonté des consommateurs de bénéficier de produits qui sont en accord plus en accord, on va dire, avec l'environnement. Mais parallèlement à ça, on continue à ouvrir des marchés, que ce soit sur les céréales, à plus forte raison sur le lait, puisque c'est assez nouveau là depuis 2 ans. On traverse une crise laitière en France et en Europe qui dure et qui est assez profonde. Et aujourd'hui, la réponse à ces problématiques-là, elle ne va pas forcément dans le sens de l'agroécologie. Donc, c'est-à-dire qu'on libéralise les marchés, qu'on encourage les producteurs à faire plus de lait, plus de rendement en céréales. Et aujourd'hui, ce sont des objectifs de production qui sont incompatibles avec une agriculture qui soit véritablement respectueuse de l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a des progrès à faire dans ce sens-là, mais qui nécessitent de se réinterroger aussi sur les fondements de notre modèle agricole. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de Mathieu Grenier dans sa ferme en Saint-Valery-en-Caux. Mathieu est un agriculteur bio, installé avec sa femme Sophie sur une exploitation qui produit du lait et en transforme une partie en fromage et yaourt. Installé en 2010, il s'est lancé dans la conversion en bio depuis le début des années 2012. Sa ferme compte aujourd'hui 120 vaches laitières normandes et 300 bovins normands. 110 000 litres de lait sont transformés chaque année. Les produits de la transformation fromage sont vendus à la ferme et sur le marché d'Yvetot le samedi. Mathieu et sa femme se sont donnés comme devise « Produire, nourrir, préserver, perpétuer, améliorer ». Notre optique dans la ferme, une de notre première stratégie, c'est d'être autonome. C'est-à-dire d'acheter le moins possible d'aliments, d'intrants, d'être vraiment autonome au maximum. Nous, l'alimentation des vaches, on produit tout. Donc pour la qualité du lait, la qualité des produits transformés, de ce qu'on va vendre, c'est important. Et l'autonomie en bio, ça fait qu'on va rechercher des cultures complémentaires. Par exemple, on va faire des rotations longues avec des cultures de légumineuses, avec des cultures céréalières, des cultures fourragères. Donc cet objectif d'autonomie se retrouve aussi à ce niveau-là. Dans la qualité des produits transformés aussi, le fait de nos fromages blancs, etc., tout est vraiment, on fait tout, quoi. On n'achète vraiment aucun ingrédient. Donc je pense qu'on garantit vraiment une qualité, puis une typicité aussi. Nos produits sont un petit peu typiques, vu qu'ils sont vraiment un peu liés à chez nous. Étienne, Cécile et Eric sont 3 exploitants agricoles du pays de Bray qui ont choisi un modèle de ferme coopérative pour réduire leurs coûts de production et s'entraider au quotidien dans l'exercice de leur profession. Ce projet de mutualisation a été baptisé Marcotte. Ils pensent qu'en travaillant ensemble, ils sont davantage capables de pratiquer une agriculture en harmonie avec l'environnement naturel. L'exploitation agricole est constituée d'une production cidricole et d'une production maraîchère qu'ils ont récemment mis en place. Il y a 25 ans, en fait, mon épouse et moi-même avons, sur la base d'un projet de vie, voulu, alors pas devenir agriculteur parce que mes parents eux-mêmes étaient agriculteurs, mais en tout cas mener un projet différent de celui de nos parents, donc en marge de l'exploitation de mes parents,
sur une autre région, à 60 km à peu près. On a fait un déplacement de 60 km. Mais sur des nouvelles productions, puisque initialement mes parents produisaient des céréales, donc étaient plutôt sur le modèle céréalier, polyculture. Moi, c'est un système qui ne m'intéressait pas, qui m'ennuyait parce que peut-être trop facile, j'avais besoin de choses plus compliquées, un peu de cuisine, de recettes, un peu plus de créativité dans ce que je voulais faire. Et donc on a acheté un terrain il y a donc maintenant 25 ans, qu'on a planté et sur laquelle on a construit l'entreprise. Donc acquisition des savoir-faire, du matériel, de la clientèle, des process de fabrication et tout. Moi, je pense qu'il faut aller vers l'autosuffisance. Le premier objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire produire pour soi-même et éventuellement ensuite exporter les excédents. Et les excédents, ils peuvent s'exporter dans les pays voisins. Il n'y a pas besoin que ça traverse la planète pour exporter les surplus. Et on voit qu'on peut créer beaucoup de valeur ajoutée en produisant, en transformant localement, en distribuant localement. Que c'est les modèles qui économisent le plus l'énergie, qui économisent plus les emballages, qui économisent finalement les ressources de la planète. S'il y a un modèle à privilégier, c'est celui-là. Moi, j'ai justement choisi l'agriculture biologique parce que je trouve qu'elle répond aux enjeux d'aujourd'hui. Je pense que l'agriculture, aujourd'hui, elle souffre d'une image parce qu'elle n'a pas su s'adapter au changement du monde. Pendant longtemps, l'agriculture avait pour vocation à produire plus pour nourrir la population. Et ça, les gens l'ont fait. Et aujourd'hui, on demande autre chose aussi à l'agriculture. Et elle n'a pas fait ce virage-là. Et je pense que le problème vient de là. C'est qu'il y a une incompréhension entre les agriculteurs et la société. Moi, je pense que l'agriculture biologique, c'est une réponse. C'est peut-être pas la réponse, mais c'est une réponse. Parce que justement, ça permet de répondre aux attentes de gens en matière de préservation de l'environnement, de biodiversité, de qualité des produits. Donc là-dessus, je pense que les agriculteurs, ils doivent aussi prendre un virage. Il faut se rapprocher, oui, des attentes de la société, ouais, c'est sûr. Pour moi, l'agriculture intensive va finir par poser un véritable problème éthique. Du coup, je pense qu'elle ne va pas disparaître. Le fossé va continuer de se creuser entre les modes de production respectueux et ceux qui ne le sont pas. Après, pour moi, elle n'a pas véritablement d'avenir. C'est vrai que la population va encore augmenter, donc il va falloir nourrir. Moi, là-dessus, je suis plutôt optimiste. Il va falloir réorienter nos productions. Je pense que l'homme peut encore, on peut encore nourrir beaucoup d'hommes sur cette terre. C'est une question de gestion. Il faut déjà savoir qu'il y a une bonne partie de tout ce qu'on produit, peut-être la moitié qui n'arrive pas dans l'estomac de l'homme. Il y a des pertes du début jusqu'à la fin assez fortes, quoi. Donc l'agriculture familiale, oui, je pense qu'elle a son rôle à jouer. Elle a besoin peut-être aussi de mettre moins d'intrants pour produire une denrée. Oui, de faire du lait par exemple, on peut acheter moins de soja, OGM, en faisant de l'herbe. Avec des petits troupeaux, on peut aller plus facilement mettre des vaches à l'herbe que des gros troupeaux. Bon. Mais bon, enfin, pour l'alimentation de l'humanité, je pense qu'il y aura encore du changement parce que l'homme va être peut-être appelé à changer de nourriture pour être justement mieux nourri, parce qu'on prend des modes alimentaires mais qui ne sont pas forcément bons pour l'homme. Donc je pense qu'on reviendra peut-être, je ne sais pas si on en parlera, mais à l'agroforesterie. Je pense que c'est l'avenir pour nourrir tout le monde, quoi. Par exemple, vous mettez des noyers et là vous allez avoir les noix, c'est très, très bon pour la santé. Et puis dessous, vous faites des cultures ou de l'herbage. Enfin, ouais. Non, des noyers, vous pouvez faire aussi des châtaignes, c'est très bon pour la santé aussi. Je pense qu'il y a encore plein de choses à creuser de ce côté-là, quoi. Alors les conseils qu'on pourrait donner aux futurs agriculteurs, moi ce que
Ce que j'aurais envie de dire aux futurs installés, c'est de bien réfléchir leur projet, de le réfléchir pas que en termes de combien d'argent je vais gagner, combien je vais pouvoir produire, combien de terres je vais pouvoir acheter pour m'installer, mais aussi d'envisager des choses qui sont pas forcément courantes, comment je vais vendre mes produits, quelle valeur ajoutée je cherche dans ma production. Est-ce que je cherche à faire beaucoup de produits à faible valeur ajoutée, ou est-ce qu'au contraire je préfère produire un peu moins mais un produit à forte valeur ajoutée, d'être très vigilant sur les questions de temps de travail. Aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un petit peu quand on commence à s'installer. Dire que le parcours classique, en tout cas en élevage, c'est de se dire je m'installe à la suite de mes parents, il me faut tant de litres de lait en plus et tant d'hectares en plus, sauf qu'après quand les parents ne travaillent plus parce qu'ils sont à la retraite, on se retrouve tout seul à gérer ces structures-là, qui sont de plus en plus lourdes. Donc bien anticiper ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des exemples de fermes qui montrent qu'on peut développer des systèmes qui soient performants économiquement sur des surfaces réduites et avec plusieurs personnes qui travaillent sur des fermes, et pas forcément d'être tout seul sur une grande surface. Et ces fermes-là, elles sont performantes économiquement, donc ça il faut le dire, et ne pas hésiter à aller se renseigner sur ces choses-là. Et puis là, je dirais peut-être une dernière chose qui moi me semble importante, c'est de veiller aussi à son autonomie au sein de l'exploitation. Donc quand je parle d'autonomie, je veux aussi parler, et même surtout parler d'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, autour d'une ferme, une ferme, ça fait vivre beaucoup de monde, ça fait vivre l'agriculteur, mais pas toujours, mais ça fait aussi vivre autour de la ferme, les conseillers qui transitent, les commerciaux qui viennent vendre des produits, que ce soit utile ou pas utile, c'est pas la question, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui vit autour de ça et qui gravite autour de ça. Et un agriculteur, il faut qu'il arrive à rester maître chez lui, et ça veut dire se réapproprier les moyens de décision sur sa ferme. Donc comment je maîtrise ma comptabilité, ça ne veut pas dire qu'on va se passer du comptable, mais comprendre ce qui s'y passe pour être maître de son exploitation, savoir être indépendant, ou en tout cas un maximum indépendant et critique envers les conseils qui peuvent être faits sur la fertilisation, sur l'alimentation des animaux, sur l'utilisation de pesticides. Essayer d'être un maximum le maître de ces choses-là pour emmener l'exploitation dans le sens où on a envie, et pas dans le sens où on pense qu'il faut l'amener. Il ne faut pas forcément reproduire ce qu'ont fait nos parents. C'est-à-dire que la génération d'avant, ils ont développé une ferme avec un projet. Et moi, je crois que quand on devient agriculteur, il faut avoir son propre projet. Et le projet, il faut s'adapter au monde qui change, quoi. Le projet, aujourd'hui, à mon avis, ça doit être tourné autour de la protection de l'environnement, protection de l'eau, la biodiversité, c'est des enjeux qui sont importants. Le changement climatique, c'est un enjeu vraiment de notre génération. Et moi, je crois que quand on devient agriculteur, mais même quand on devient chef d'entreprise dans n'importe quel secteur, il faut avoir un projet justement qui est en phase avec tous ces nouveaux défis. Donc moi, je crois qu'il faut oser changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Enfin, c'est pas forcément facile à faire, mais il faut oser le faire. Et puis un autre conseil, je pense que c'est profiter des études pour aller voir ailleurs ce qui se fait, mais justement revenir avec des idées de changer, de faire changer sa ferme. Et je crois que c'est possible, quoi. Faut pas avoir peur de ces changements. Je pense que le modèle justement à l'écueil à éviter pour les Africains, c'est d'aller vers une agriculture individualiste. On parlait tout à l'heure des terres, donc effectivement la privatisation des terres, c'est un vrai problème. Nous, on est en train de faire finalement l'inverse ici. On essaie d'avoir des terres communautaires, coopératives. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc c'est de rester, et je pense, essayer de rester le plus possible sur des modèles communautaires. Et puis après, il y a tellement, je pense que l'Afrique peut devenir autosuffisante, puisqu'en fait, elle a tellement de progrès à réaliser, elle a des surfaces importantes. Il y a quand même des pluviométries qui, certes, sont mal réparties, mais il y a de l'eau en sous-sol quand même. Et puis, il y a quand même des pratiques agro-environnementales qui permettent d'augmenter rapidement
les rendements, quoi. Et c'est assez facile de passer de 10 quintaux à 20 quintaux hectares avec des méthodes relativement peu coûteuses, accessibles, et donc de doubler pratiquement la productivité des sols en Afrique. Ça, je pense que c'est un chemin qui peut être rapide, facile, mais peut-être qu'on n'a pas intérêt à vous laisser aller dans ce sens-là. Pour moi, on rencontre en Afrique beaucoup de facteurs limitants. Du coup, j'estime que pour arriver à développer l'agriculture, il faut absolument arriver à développer de tout nouveaux modèles et surtout pas tenter de transposer des choses qu'on a pu développer là, au niveau de l'Occident. Et pour moi, c'est des choses qui ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment aller chercher, on en revient à cette adaptation au niveau que ce soit des plantes, des modes culturels et des objectifs qu'on se fixe. Ça nécessite vraiment d'aller expérimenter relativement à petite échelle pour ensuite s'orienter sur ce qui apparaîtra comme le plus prometteur, le plus adapté, quoi. Oui, je pense qu'il y a la possibilité de trouver des solutions pour subvenir aux besoins des populations. Je pense que la problématique, elle est certes, elle est déployée par rapport à ces facteurs limitants, mais je pense que on peut, en raisonnant assez localement, en fonction des besoins, il y a possibilité d'instaurer des systèmes de production, en adéquation avec le milieu et répondant aux attentes en termes d'alimentation humaine. Je pense que, en Afrique. Je ne connais pas l'agriculture en Afrique, mais je sais qu'il y a certaines régions, ça se développe quand même pas mal. Et il ne faudrait pas qu'ils reprennent le même schéma que nous, on a fait en Europe, l'agriculture un peu intensive. Je ne pense pas que ça soit bon, peut-être qu'en Afrique, ils reproduisent la même chose chez nous. Et plus... l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, avec des arbres, l'agroforesterie, parce qu'il y a peut-être des problèmes de ressources en eau et aussi en Afrique, et il faut essayer de conjuguer, parce que les arbres, après il faut des arbres adaptés aussi à la région, mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse faire de l'agriculture aussi intensive que chez nous, parce que peut-être plus justement, ils peuvent faire de l'agriculture pour exporter aussi l'excédent et aussi nourrir la population africaine avant tout, quoi. Avant tout, et que ça fasse vivre le plus possible de personnes sur leur territoire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et je crains que ce soit le chemin qui nous attende pour les années qui viennent, c'est une séparation entre deux agricultures avec, entre guillemets, une agriculture à deux vitesses, avec une agriculture très productive, plus souvent sur des grosses structures, où on va aller chercher le rendement. Sur des structures qui sont souvent grandes, difficiles à transmettre. Et de l'autre côté, on voit les systèmes qui marchent aussi. Une agriculture peut-être à taille plus humaine, plus réduite, qui va aller chercher des productions à forte valeur ajoutée sur des plus petites surfaces. Donc j'ai l'impression qu'on va aller... que le chemin qui sépare ces deux formes d'agriculture, c'est de plus en plus vrai. Donc maintenant, ce qui va se passer dans les années à venir dépendra beaucoup des décisions politiques qui seront prises. Et est-ce qu'on a envie de continuer à avoir une agriculture humaine et une agriculture plus industrielle, ou est-ce qu'on a envie de réfléchir fondamentalement à ce qu'est le modèle agricole et à quel modèle agricole on veut développer?
dengiyaga kungo ubakima mo bakima masha oh mashalo gula kwa adam hey ayang bagata kwi o ulayo azao azao oh azao 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 oh azani flower basini lobam kausha ding yaga kungo uba cream mo ba cream masham gonye oh mashalo gula gwa adam he ayang bagata kwi o ulayo Wago kwitana sogale Wago kwitana soge o